Apéro preview, Boston, Cleveland. La quatrième de ces previews de demi-finale de conf. Écoute, c'est un premier contre un quatrième. Donc, oui. La logique a été respectée au premier tour. Les calculs ont été bons. Oui, écoute, voilà. Logique respectée, personne n'a eu peur. Non, serein. Voilà. Un dimanche soir, tranquille. Vous êtes bien dans la preview Cavs Celtics pendant que nos potos de la Cavs Nation se demandent justement comment va se passer cette demi-finale. Vous pouvez évidemment checker toutes les autres previews. Game 1 ce mardi soir au TD Garden de Boston évidemment, puisque les Celtics numéro 1 de la conférence Est ont fait le travail. On va refaire bien évidemment tout. Comme vous le savez dans chaque preview, on démarrera avec la dynamique des deux équipes. Ouais, c'est ça. Après on a un petit point tactico-technique. Point tactico-technique pour aller dans le bureau de... Joe Mazzoulette, comme dirait Monsieur Simon. Tout à fait, et j'en branle pas une Bickerstaff, voilà, pour certains qui aiment évidemment ma Cavs Nation. On ira ensuite faire un petit zoom sur un joueur qui attire toute notre attention, avant de terminer avec le pronostico. Pronostico, l'avenir, vous le savez. L'avenir avec sa petite cote. Boum, voilà. Qui ira en finale de conférence ? Exactement. Qui ira défier le gagnant de Pacers-Knicks ? Boston ou Cleveland ? C'est dans cette preview que vous aurez l'avenir. Évidemment, Alex, on va devoir démarrer avec la dynamique des deux équipes. Et je te propose qu'on parle de l'équipe qui a joué le plus récemment au basketball, à savoir les Cleveland Cavaliers. Je croyais que tu allais dire les Boston Celtics. À savoir les Cleveland Cavaliers qui sont donc sortis in extremis de cette série de premier tour contre Orlando après avoir choisi son adversaire. On est bien là en demi, hein. on a évité la catastrophe. Ouais, ils ont évité la catastrophe, t'as bien raison de le dire. C'est-à-dire que ce Game 7 à la maison était vraiment mal emmanché. Ils se sont fait surprendre d'entrée de match par les côtés athlétiques, la bonne défense, costaud, un Paolo Banchero bien décidé à faire son premier Game 7 en carrière, à en faire un beau match. Match monumental de Paolo B. J'ai eu beaucoup de gens critiquer son efficacité. C'est vrai qu'il n'a pas forcément bien rentré ses tirs, mais bon, pardon. Il y a eu un énorme Isaac Okoro sur lui en deuxième mi-temps, mais il faut quand même dire que Paolo a été énorme. Rebond et provocation de lancer et tout. Non, je préfère qu'on parle de Franz Wagner et Jalen Suggs dans mon bouquin. Ah oui, oh la vache. Compliqué. Donc les Cavs, sur le dos d'un gros Donovan Mitchell. Bien sûr. Gros. Game 6, 50 points pour rien dans une défaite. Game 7, 39 je crois, hein, c'est ça ? 39 points tout à fait. Il rejoint Allen Iverson en étant le joueur qui a mis le plus de points sur un combo Game 6, Game 7 dans l'histoire moderne des playoffs. Alors bon, Allen Iverson c'était en finale de conf par contre. C'était je ne une comprends autre pas chanson. les joueurs, bien sûr. C'était une autre chanson. Mais oui, Donovan Mitchell, quand ça allait mal, là, dans ce Game 7, il a pris ses responsabilités. Lui aussi, il allait chercher beaucoup de lancers. Il a mis quelques gros tirs, des gros drives. Il a montré l'exemple. Leadership, il a pris Darius Garland sous son épaule. Ouais. Là, réveille-toi frérot, on joue au basket là. Voilà, ces Cavs qui jouaient donc sans Jarrett Allen. Oui. On va voir, Jarrett Allen c'est un point important, hein, il est en game time decision. Peut-être c'est un point important, c'est le deuxième meilleur joueur des Cavs sur ce début de série. Voilà, sauf que les Cavs montrent des choses pas forcément inintéressantes quand il n'y a qu'un seul intérieur. C'est-à-dire que moi, le taf d'Okoro, espèce de faux 4, là, je déteste pas forcément. Ça permet un spacing quand même meilleur, hein, un peu plus de vitesse dans le jeu. Et quand il y a des gars comme Evan Mobley, où on verra Jarrett Allen s'y revient, mais ce sont des gars longs, mobiles et tout, qui sont capables de couvrir beaucoup de terrain défensivement. Évidemment. Donc au niveau dynamique, pas facile de juger les Cavs dans le sens où, ok, ils s'en sortent au mental, ça peut leur faire que du bien. Tu vois, le genre de victoire d'hier, ils ont remonté 18 points de retard, je crois. Le plus gros comeback de l'histoire des Game 7. Quand même, hein, tu vois, donc ils sont passés pas loin de la catastrophe. Ils ont transformé ça en le plus gros comeback dans un Game 7 en playoff. Au forceps, c'est un Magic qu'ils ont fait craquer petit à petit. Oui. Au cours du match, le Magic s'est effrité et tout. Tu as parlé de Franz Wagner, Jalen Suggs. Ils ont essayé, ils ont continué, mais ils n'ont pas réussi à trouver ce qu'il aurait fallu trouver pour vraiment aller plus loin et mettre à mal ces Cavs. Mitchell, plus. Garland, moins, c'est vache, mais pas ouf, quoi, en tout cas. On en reparlera dans la série, de toute façon, hein, mais on a eu très peur côté Cavs Nation. J'ai bien aimé ce qu'a proposé Caris Levert sur plusieurs matchs dans cette série.
On va en reparler lui aussi. Pourcentages sont pas du tout au rendez-vous, mais par exemple là dans le Game 7, bah t'es content qu'il soit là. il a mis de la percussion. Hein, il fallait. Hein. Il allait chercher les points. Il fallait. Tu vois, donc t'es content qu'il soit là. Il y a eu d'autres matchs où t'étais moins content qu'il soit là. Non, bien sûr. Sur ce premier tour, c'est vrai qu'on a eu notamment du. Enfin, vas-y, t'allais dire. Non, vas-y, enchaîne. On a eu évidemment, parce qu'on a toujours ces attentes, et on aura tout l'été et une preview en 30 jours pour en reparler, mais de l'utilisation d'Evan Mobley, où si offensivement on a eu quelques incertitudes, par contre défensivement on a eu des masterclass absolues de sa part. Hein, souvent là on parle de Garland, Mitchell, protection Okoro, de cercle. Protection de cercle, dissuasion. Evan Mobley nous a fait vraiment un taf énorme en dissuasion justement pour permettre aussi à ces Cavs d'en sortir. Donc ce n'est pas que Isaac Okoro évidemment en premier rideau, on a eu aussi du Evan Mobley derrière qui faisait des très 16 grosses couvertures. rebonds hier et il met 5 contre. Non mais tout à fait. Et puis il y a eu un match qui avait déjà été fini aussi sur le pauvre Franz Wagner qui était monté au lay-up et c'est Mobley qui fait le compte décisif. Donc non, on a en effet, on sort in extremis de cette série où en fin de saison régulière, c'est le Magic qui avait été choisi comme adversaire par des Cavs qui avaient un peu tanké leur finish contre Charlotte. Philly, vous voulez éviter le hit. Voilà, hein, bon calcul parce que du coup tu fais mieux que l'année dernière, tu as passé le premier tour des playoffs. Sauf que maintenant l'adversaire, ça va changer un peu là. Je préfère prévenir. C'est pas que la couleur du maillot qui va changer. Hein. Tout à fait. Et si bien sûr. Et si l'histoire retiendra qu'ils ont fait mieux, putain, on peut pas dire qu'il y a la manière. Quoi. C'est ça un peu qui est frustrant et je pense, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de fans des Cavs sur le réseau social à Oiseau. C'est pas rassurant. Il y a eu du déferlement évident sur JB Bickerstaff dont on reparlera parce que les choix ont été soit mauvais, soit la pauvreté du jeu offensif nous a vraiment fait très très peur. C'est-à-dire que on a loué Donovan Mitchell pour ce finish exceptionnel et cette deuxième mi-temps où il met la franchise et la région sur son dos, mais Dieu merci Donovan Mitchell parce qu'en fait s'il n'est pas là avec ses gros coups de chaud, les Cavs foncent vers une sortie à domicile au premier tour en Game 7 face à une équipe qui rejoue ses premiers playoffs depuis des années. On était à ça près en fait. Que des jeunes quasiment. Quoi. Exactement. Donc non, vraiment les Cavs s'en sortent. Après, c'est une toute nouvelle série qui démarre face à un tout petit adversaire qui lui aussi est en grand manque de confiance. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Et ouais, l'incertitude Jarrett Allen, on va en reparler tout au long de cette preview, mais elle est très importante parce qu'en fait, est-ce que tu joues à un ou deux intérieurs? C'est des vrais intérieurs, hein, Mobley et Allen. Ouais. Est-ce que tu joues à un ou deux intérieurs face à cette équipe des Celtics? C'est un vrai choix. Surtout qu'en face, on va en parler, en termes de dynamique, pas de Porzingis. Alors, pas de Porzingis, tout à fait. Il y avait un dernier garçon, vas-y. Non, mais il y a un dernier garçon qu'on n'a pas mentionné parce que Dieu sait s'il a fait mal, notamment aux Celtics sur un gros match de saison régulière. Dean Wade aussi, je crois qu'il ne sera pas trop de la partie. Il est en game time decision, lui également, c'est le genou, lui, je crois. Et lui, Dieu sait s'il est important aussi dans l'efficacité de ces Cavs-là parce qu'il a ce profil un peu grand, shooter, intelligent défensivement, donc grosse absence, hein, Dean Wade. Mais tu parlais de Porzingis, oui. Bah oui, c'était pour repartir un peu sur les Celtics. Oui. Les Celtics, cette série, ça sera sans Porzingis, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui, on vise la finale de conférence Est. Hein. Au mieux. S'il passe les Cavs. C'est le mollet. En plus, le mollet, on sait que c'est jamais évident à refaire. Il faut passer les Cavs. Attention. On a vu les Celtics finir la série contre le Heat avec Al Horford en pivot. Oui. Écoute. Alors, il est plus de première jeunesse, hein, mais ça fait encore bien le boulot. Ah bah ouais. Surtout qu'autour, ça fait grave le boulot. Les Celtics... Il y a eu un tout petit moment de tremblote là quand tu perds le game 2 à la maison. On en avait parlé, tu avais fait le débrief, tu avais dit non, moi je pense que ça va se finir en 4-1, ils vont tout enchaîner les Celtics. C'est effectivement ce qui s'est passé. Le Heat n'avait pas les moyens de rivaliser, notamment sans Jimmy Butler. Les Celtics ont fait le boulot avec leur style de jeu propre, c'est-à-dire énormément de shoot à 3 points. Les Cavs prennent beaucoup de shoot à 3 points également, hein, attention. 2 équipes de shooting là, hein, qu'on a l'une en face de l'autre. Sauf qu'il y en a une qui a shooté à 28% à 3 points sur le premier tour, ce sont les Cavs, et l'autre qui a shooté à 38% à 3 points sur le premier tour, hein, mine de rien. Même avec un Jason Tatum, je sais pas si tu as les stats si, t'inquiète, il a 29% et au global, hein, 42% au tir, 29% à 3 points. Donc, et pourtant, l'équipe est à 38%. Forcément, quand tu as des mecs comme Porzingis a plutôt mis ses 3 points, Sam Hauser a été efficace, Al Horford a mis ses 3 points, Holiday il shoot pas très bien mais je crois qu'à 3 points ça va quand même, c'est correct. Et puis Derrick White, hein, l'homme de la série, le meilleur joueur de Boston. L'homme de la série contre le Heat en tout cas. Il fait une série contre le Heat, Derrick White, 22 points, 3 rebonds, 3 passes, 58% au tir, 48% à 3 points, hein, tout va bien en prenant une palanquée, il en prend quasiment 9 par match. Beaucoup que des décisions intelligentes, en attaque comme en défense, ça force jamais rien, ça défend dur et tout. Derrick White a fait une série magnifique et vu la configuration offensive des Cavs, Derrick White et Jrue Holiday vont encore être impliqués à mon avis dans pas mal de discussions tactiques. Donc
sans trop forcer, les Celtics, parce qu'en fait, Tatum, il n'a pas très bien tiré, comme on dit, comme j'ai dit. Brown fait une bonne série. Il fait une bonne série. La réussite à 3 points n'est peut-être pas là, mais il fait quand même une bonne série. C'est productif. Les deux, Brown et Tatum, viennent beaucoup aider au rebond, on le sait. Et à la création, c'est très réparti entre White, Brown, Tatum, un peu de Holiday ou des gars comme ça, voilà, qui vont tous être entre 3, 4, 5 passes par match. Les Celtics sont favoris, je crois, pas trop peur de le dire. Ils sont dans une bonne dynamique. Ils ont gagné 64 matchs en saison régulière. Ils arrivent, ils voient le hit qui les avait bien saoulés l'année dernière. Là, ils voient le hit sans Butler. Ça sort les crocs, ça rate un match, mais dans l'ensemble, la série, elle est maîtrisée. T'as l'avantage du terrain. Tu joues une équipe qui a eu du mal à se débarrasser en 7 d'une équipe jeune. Donc, t'es favori. T'es censé faire le boulot, t'as la dynamique pour toi également. Je pense que mentalement, les Celtics, là, en plus, ils sont reposés un peu. Et mentalement, je pense qu'ils sont en confiance, même si tu n'as pas Porzingis. Tout à fait, non, c'est très clair. Très bonne dynamique côté Boston. Donc évidemment, on surveillera la rééducation et le retour en forme de Kristaps, qui va donc être là, proche, et il y aura des updates tout au long de la série, on va voir ce que ça donne. Évidemment, 2 franchises qui se sont déjà croisées par le passé. On avait eu des très très belles match-up, notamment du Donovan Mitchell et Caris LeVert qui étaient allés à Boston pour faire 2 très très gros matchs. C'était de la saison régulière évidemment, mais on sait aussi que ces 2 franchises vont être amenées à avoir des très très beaux fights là à venir. Et puis bon bah... le dernier Cavs Celtics en playoff, c'est quand LeBron il leur met... c'est Pierce versus LeBron. Non, plus récemment, là, LeBron qui met à Tatum et tout le Game 7 de fou à l'extérieur, non? C'est pas ça? Si, 2018. 2018, Où LeBron, finale de conférence, mettez-moi sur mes épaules, Isaiah Thomas. Là, il n'y a pas LeBron. Non, clairement, il n'y a pas LeBron. C'est différent. Et du coup, justement, non seulement il n'y a pas LeBron, mais aussi dans la dynamique des Cavs, pas la même équipe de shooters. Alex vient de le dire, il y a du 38% de réussite. Tu jouais le Orlando Magic là sur les shoots extérieurs. Là, tu vas jouer Boston, d'accord? Donc, ça veut dire que si tu laisses certains garçons un peu ouverts, la sanction, elle est un petit peu différente. La sanction va être très différente. Et puis, attention, la défense extérieure. Le Magic défend très bien, mais attention, Boston, ils ont bien défendu toute l'année. Ils vont pas... Enfin, je pense pas que ça va être une série plus facile offensivement pour les Cavs. Non, tout à fait. Bien sûr. T'es d'accord, tu vois, genre, attention. Et puis, finalement, pour terminer sur cette dynamique des deux équipes, tu as parlé des blessés. On sait aussi que Donovan Mitchell serre les dents un petit peu, puisqu'on sait aussi qu'à la canne, il a quelques soucis. Et puis, si lui, c'est physiquement, on sait que certains, c'est mentalement. Psychologiquement, mentalement, on sait que du Darius Garland nous donne l'impression d'être vraiment au fond du trou. On espère qu'il va pouvoir sortir de ça pour nous offrir une vraie belle série, parce que là, il a été sauvé notamment par certains de ses copains, mais ça ne survivra pas face à une équipe qui a tous les avantages d'expérience, de réussite au tir, de capacité défensive et de coaching staff. Là, tu peux tout avoir. Donc, on va passer à la partie dynamique favorable aux Celtics. Pas de surprise. Point tactico-technique. Bickerstaff versus Mazzulla. Alors, la bataille... Non, je déconne. Moi, Vas-y Alex, t'as quoi? J'ai le mouvement de balle des Celtics. Ça a été critiqué à plusieurs reprises, notamment dans les fins de match, des observateurs, et je suis assez d'accord. On dit les Celtics, ça c'est un de leurs points faibles. Parfois il y a des fins de match, quand c'est un peu serré, c'est dommage parce qu'ils ont tendance à s'enterrer dans du hero ball. Et vas-y Tatum, et vas-y Brown, et vas-y Tatum, et vas-y Brown. Et de temps en temps il y a un kick out pour Jrue Holiday ou je ne sais qui. Et ça manque un peu globalement de sérénité, de mouvement de balle dans les fins de match serrés. Je pense que le mouvement de balle et donc les choses qui vont avec, c'est-à-dire une balle qui circule, ça veut dire une bonne pace, ça veut dire souvent des shoots ouverts. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les Celtics doivent insister lors de cette série et être vraiment préparés à faire circuler la balle, à trouver le mec ouvert et tout, parce que la défense des Cavs est une défense sérieuse. La défense du 8, c'était une défense sérieuse également. La défense des Cavs avec des Okoro, Jarrett Allen-Overa, Mobley, pas mal de joueurs comme ça qui sont capables de proposer des efforts, et ça a été une bonne défense tout au long de la saison. Si tu fais pas bien bouger la balle, ils vont te mettre des bons défenseurs avec des bonnes aides, et ils vont bien t'emmerder sur les ISO et tout. Ça veut pas dire que Brown et Tatum peuvent pas rentrer des gros tirs, mais je pense que les Celtics peuvent se faciliter la tâche à minima en attaque en faisant bien circuler la balle et en exploitant le plus vite possible les petites erreurs de replacement que les Cavs peuvent parfois laisser. Là où le Magic
n'a pas su exploiter parce que Franz Wagner a pas rentré un tir du Game 7, parce D'ailleurs, on qu'ils parle ont beaucoup de son pas... Game 7, mais il fait une série correcte. Enfin, je veux dire, Franz Wagner, il a sorti des gros matchs. Non, mais il fait une série là-dessus. correcte, il se chie dessus complètement dans le Game 7. Je pense pas que les joueurs des Celtics vont se chier dessus comme ça. S'ils s'appliquent et qu'ils font bien tourner le ballon, il va y avoir des shoots ouverts et donc ça va devenir un gros problème très vite pour la défense des Cavs parce qu'il y a des tirs qui vont tomber dedans. Et comme tu le disais tout à l'heure, personne n'a trop envie de rentrer dans une bataille de mouvement de balle et de jump shot avec ces Celtics-là. C'est quand même très compliqué. Tout le monde est capable de marquer. Je veux dire, il n'y a pas Porzingis, mais en fait, Horford, tu peux pas trop le laisser shooter non plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Clairement. On a vu Sam Hauser, on peut imaginer peut-être des minutes pour, je sais pas, moi, Peyton Pritchard, évidemment, ou des gars comme ça. Bon, c'est des gars, si les tirs sont ouverts, ça va s'appliquer et ça va en faire tomber dedans. Donc, si les Celtics, en tant que favoris, doivent se rendre la série facile, je pense que ça peut passer par un bon mouvement de balle et un bon rythme de jeu rapide. Les Cavs, c'est pas une équipe qui joue si vite que ça. C'est une équipe qui aime bien poser le jeu. C'est une équipe qui aime bien le demi-terrain. Je pense que les Celtics peuvent vraiment les mettre en difficulté là-dessus. Bien sûr. Vraiment. Donc voilà, moi ça c'est mon point tactique. C'est à quel point les Cavs vont réussir soit à tenir la pace, soit ça va être les Celtics qui, eux, vont, grâce à leur vitesse de circulation, vont mettre à mal le côté demi-terrain des Cavs. Tu cherches la pace ? Ouais, je cherchais ma pace gentiment. Je vais l'avoir là, bouge pas. Là. Mais ouais, c'est vraiment un point important parce que si les Celtics commencent à trop rentrer dans le jeu demi-terrain des Cavs, ils vont leur laisser le temps de mettre en place leur défense qui a montré à de nombreuses reprises tu vas la voir là-haut, là, voilà, 22e pace. 22e pace, les Cavs cette saison. Les Cavs. Et si les Celtics laissent trop les Cavs installer leur défense, ils se compliquent vachement la tâche. Alors que je pense que avec du bon mouvement de balle sur des transitions, semi-transitions, les Celtics peuvent trouver régulièrement des shoots rapides sur lesquels la défense des Cavs ne sera pas forcément en place. Et donc après, ça se joue à la réussite de tes shooters. Et Dieu sait que les Celtics sont capables de faire tomber dedans. Non, c'est clair. Va falloir être discipliné en fait même quelque part. Tatum, là, il a mal shooté la série. Ça se trouve, il va avoir des shoots ouverts bien trouvés. Il va commencer à faire tomber dedans. Si Jason Tatum commence à trouver de la confiance et à prendre un peu feu, j'aime bien Isaac Okoro ou d'autres gars comme ça, mais ils vont en chier. Ah, complètement. C'est intéressant de voir que quelle que soit la série en fait que Boston va jouer, on en revient surtout et avant tout à cette discipline. Sur le premier tour, mon point tactico-technique, c'était la discipline offensive de Boston pour attaquer dans la peinture de Miami qui n'avait que évidemment du Bam Adebayo en vraiment élite et derrière c'était un petit peu trop léger. Là toi tu fais le focus sur le mouvement de balle, donc on le sait, lorsque Boston joue sérieux, c'est peut-être un de leurs derniers défauts, c'est s'ils jouent sérieux, c'est bon, merci, au revoir, on passe au tour suivant. Jouer sérieux, ça passe par jouer un peu vite avec une base qui circule. En gros, je suis complètement d'accord. On parlait de pace là à l'instant, je ne serai pas sur la pace, je vais être sur nos amis les lancers francs. Alors attention parce que je sais qu'avec nos amis fans des Cavs parfois l'arbitrage peut être compliqué et je le comprends. Cleveland, pourquoi je parle de ça ? Parce que Boston, on a souvent dessiner ce profil de team jump shot friendly, tu viens d'en parler, tout à fait, c'est une équipe qui aime beaucoup shooter à 3 points, avoir des shoots ouverts, c'est beau, parfois même on les critique là-dessus parce que on va aller chercher un petit peu les points spectaculaires alors que les plus pertinents vont être dans la peinture, preuve étant ils sont grands et quand ils agressent, il n'y a pas de série. Boston est une équipe qui ne provoque pas de montagne de lancers francs et donc on va voir sur cette série si ça augmente un petit peu le level. Spoiler alert. Y a-t-il une équipe qui est capable de provoquer moins de lancers que les Boston Celtics ? Ce sont notamment les Cleveland Cavaliers. Je parle dans les équipes qui sont en play-off, parce qu'après il y en a d'autres, mais aujourd'hui elles sont à Cancun. Voilà. Donc, les Cleveland Cavaliers, on est sur une franchise qui, hormis Donovan Mitchell, qui en provoque à peu près 6 par match, ensuite tu arrives à Jarrett Allen, qui en provoque à peu près 4 par match, et assez vite, tu ne sais pas qui provoque. Tu as parlé de Caris LeVert, hyper intéressant, important dans cette série, parce qu'il amène cette percussion et cette capacité à provoquer des lancers, mais Garland, ça reste à l'extérieur. Evan Mobley, c'est un peu léger. C'est pas un joueur qui te provoque 8 à 9 lancers francs par match. Max Truss, George Niang, merci mais non merci. Sam Merrill, pareil. Cleveland est une équipe qui, de profil, n'est pas assez agressive vers l'arceau et donc, double spoiler,
tu ne survivras pas, comme l'a dit Alex, dans cette série face à Boston, si tu ne changes pas un petit peu ton profil et si tu n'as pas cet avantage d'agressivité. D'autant plus qu'en face, Les protecteurs de cercle, comme le meilleur c'est il Porzingis, y a Porzingis et il est pas là. et il est pas là. Donc c'est pour ça que j'y Non, je suis viens. d'accord. C'est qu'en fait Et puis derrière, le rideau extérieur, par contre, il est et sérieux. le rideau extérieur, il est sérieux. Mm. Donc du coup, si tu n'es pas dans cette agressivité-là, comme on l'a vu de Donovan Mitchell en deuxième mi-temps, par rapport à un très bon premier rideau défensif de Orlando, eh bien tu peux vite te retrouver dans la merde. Il n'y a pas Porzingis. Après, no disrespect envers les Al Horford, Luke Cornet qui est capable, Xavier Tillman s'il va avoir du temps Les de jeu. meilleurs contreurs, c'est qui? C'est genre. C'est Cornet et Horford. C'est et sinon- Derrick White limite. Hein. Oui, voilà. Et c'est Derrick White. Hors Porzingis, Bien je veux sûr. dire. Mais donc, tu vas avoir des garçons qui vont aider, comme Derrick White, Jrue Holiday, Tatum et Brown. Mais sinon, l'accès à l'arceau est un petit peu plus ouvert. C'est vrai. Quelque part, tu vas te dire, ah bah tiens, ça change de Jonathan Isaac. Ou tu sais, tu peux avoir des situations où tu disais, merde, ou même Banchero et tout, où tu avais ces soucis-là. Donc, du coup, quels sont les Cavs qui vont se ramener? On va parler de plein de garçons qui ont besoin d'augmenter leur agressivité. Peut-être que tu ne seras pas aidé par ton coach. On reparlera de JB Bickerstaff puisqu'on est dans cette section. Mais ces Cavs ne feront rien d'autre qu'un gentil sweep participatif s'ils n'augmentent pas leur capacité à chercher des lancers francs. Donc c'est aller chercher en dribble à passer le premier rideau, soit derrière des écrans ou quoi, mais pas forcément se cantonner à des pull-ups. Derrière, c'est y aller. Quoi. Exactement. Aller chercher Horford, aller obliger l'aide à bouger et tout. Exactement, et donc bien réfléchir aussi si tu vois que l'équipe est dans la pénalité, parce que parfois Boston se laisse un petit peu aller, se dit c'est bon, on va les taper. Non, si tu sens qu'en début de quart-temps, ils vont être vite dans la pénalité, va les chercher ces points faciles. Survis dans des quart-temps, ramène-toi dans le money time pour essayer de les punir là-dessus, parce que sinon dans le jeu, l'avantage d'expérience, de défense justement potentielle et d'effectif, il est côté Celtics. Donc Et puis quand Boston te mène de 18, je suis pas et sûr que quand tu ils te mettent de reviennes 18, tu reviens pas à Magic. coup de jump shot, exactement. Donc là, vraiment, j'attends des joueurs, surtout les 4 principaux pour moi, qui doivent augmenter tous leur niveau d'agressivité et donc de lancer provoqué. Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley, Caris LeVert. Ce sont par ces 4 garçons que tu dois augmenter ta capacité à aller sur la ligne. On sait que Jarrett Allen est un certain indécis, comme tu l'as dit, là il est en Game 10 Decision, mais il n'a pas joué la fin de série contre Orlando. Et donc quand il est là, c'est le deuxième plus gros provocateur de lancer. Alors, encore une fois, la réussite, ça va, ça vient. Jarrett Allen, on le sait, il peut envoyer aussi de la belle Eurekasse. Au moins, tu fais faire des fautes. Mais à au moins, l'adversaire. tu fais faire des fautes à l'adversaire. Boston, s'ils sont à la fois plus adroits dans leur choix offensif à 3 points et qu'en plus de ça, ils mènent la course à la provocation de lancer franc et ils voient bien que derrière Evan Mobley, c'est Tristan Thompson en backup. Merci, mais on se retrouve dans 10 jours et ce sera un sweep. Quoi. En 10 jours, ouais. 4 matchs, c'est 10 jours, non, à peu près non Ouais, max. Un truc comme ça Max. c'est plus... Ouais, pardon, 7 jours. Mm. 4 matchs Ok. en 7 jours. Non, quand même Nouvelle pas. série. Mais ouais, non, mais oui, bien sûr. Deux équipes qui provoquent pas tant de lancers que ça. Effectivement, les Cavs ont une marche possible à aller chercher là-dessus et ça peut leur faire beaucoup de bien. C'est une marche de survie, j'ai envie de dire, mais donc comme l'a dit Alex, mouvement de balle côté Boston et pour Bibi, la provocation de lancer à surveiller tous les soirs. On va surveiller un joueur en particulier. Ouais, on va regarder ça. On sort les jumelles, car dans cette série, il y a des joueurs qu'on va surveiller de très très près. Alex, qui tu nous réserves? Est-ce que tu as pris JB Bickerstaff? Non, j'ai pris Darius Garland. Est-ce que Darius Garland a le niveau pour cette série? Je parle pas du niveau technique. Hein. Techniquement, il a le niveau. Il a le niveau, il a le handle, il a le shoot. Bah, c'est beau à voir. Même sa réussite n'était pas si mauvaise que ça en tir lointain là dans la série contre le Magic, même s'il tourne qu'à combien de points il est par match, là Il est à 15 points, par match. à 49% au tir et 42% à 3 points, mais ressenti 38-38. Le problème, en fait, c'est ça. C'est que tu parlais de l'agressivité. Moi, j'ai envie de dire, au global, Darius Garland, pourquoi il nous laisse sur notre faim? Et je suis très poli, parce que les pourcentages sont propres, mais genre, il joue comme s'il était la 4e option offensive de son équipe. Je peux comprendre et j'entends que parfois certains choix de rotation ou le fait d'être associé à Donovan Mitchell, c'est pas très pratique parce qu'en fait c'est un peu 2 joueurs au même poste et le tout. run des Cavs hier se fait sans Darius. Je le comprends que ça soit pas simple, mais pour autant, il n'est pas obligé de s'effacer comme ça. Surtout qu'en plus, là, attention, parce que là, des deux côtés du terrain, il va y avoir des problèmes pour Darius Garland. C'est-à-dire qu'en face, on a une équipe qui a des armes offensives multiples et bien supérieures à celles du Magic. C'est-à-dire que ça va, Jalen Suggs, Markel Fultz, Cole Anthony, bon, c'est des mecs, c'est un peu streaky, ça va pas être hyper efficace offensivement, pas si expérimenté que ça. Là, attention,
Là, Jrue Holiday n'a pas fait une bonne série contre le Heat. Si ça se trouve, Jrue Holiday va faire une Derrick White là parce qu'en fait dès qu'il va avoir Darius Garland sur lui, alors il va te le poster, il va te le passer en drive pour aller mettre en difficulté la défense adverse et tout, enfin les mecs sous les cercles. Ah, on sait qu'ils vont cibler. Hein. C'est sûr. Là, t'es les Celtics, tu dis attendez, Darius Garland, déjà bon, ok, Jrue Holiday, Derrick White, lequel est en mission sur Donovan Mitchell. Ah, Jaylen Brown, tu veux y aller aussi? On sait qu'il va y avoir du monde au chevet de Donovan Mitchell. Il faudrait pas que Darius Garland devienne un peu quantité négligeable pour les Celtics. Bon, tu sais quoi, vas-y Pritchard. Tu vois, non, faudrait pas ça. Non. Ça, c'est le côté offensif. Garland doit prendre plus de tirs. Garland doit se servir de sa vitesse et de sa qualité de dribble pour justement, sans parler d'aller forcément jusqu'au cercle, au moins casser les lignes, au moins passer l'épaule. Jrue Holiday, Derrick White, il va falloir passer. Et c'est pas si facile. Non. Ensuite, de l'autre côté du terrain, on va voir comment la défense des Cavs va se mettre en place, mais clairement, l'ouverture principale pour l'attaque des Celtics, c'est évidemment de trouver de mouvements de balle avec des shoots ouverts, et c'est d'attaquer sur Garland et Mitchell, et notamment Garland, qui va être un peu plus petit, un peu moins physique que quasiment tous les joueurs des Celtics, à part Pritchard. Ouais. Holiday est grand. Derrick White est assez grand. Les deux sont athlétiques, avec des longs bras, relous, plus costauds. Ça met 10 kilos easy à Garland. C'est facile, voire 15 à mon avis, Holiday. Tu vois, série difficile en perspective pour Darius Garland. Est-ce qu'il est capable de répondre? Si c'est pas le cas, ça pue de ouf pour les Cavs. Si c'est le cas, et que Darius Garland, par son talent, il éclaire le jeu assez régulièrement, ça va obliger les Celtics à se réajuster, ça va les faire chier. Ils vont se dire, merde, on a fait des prises à deux là, parce que Mitchell était en feu, mais bon, Garland vient de me foutre 2-3 points dans la bouche, plus un drive où il a eu 2 lancers, où il a lâché dans le corner à Sam Merrill qui a mis 3 points. Tu vois, ce genre de choses. Ouais. Les Cavs ne pourront pas passer en Hero Ball Mitchell. Et même, attention, hein, je dis pas que si Garland se met en route, c'est une série facile pour les Cavs. Je dis que c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait une série. Ouais, juste en une fait. série. Ouais. Ah ouais. On n'aurait pas dû avoir un débat à la base, avec tout le respect qu'on a pour Jalen Mosley et pour Jalen Suggs, mais on n'aurait pas dû avoir de débat sur le premier tour qui est le meilleur meneur de la série. Non. On n'aurait pas dû. Non, on n'aurait pas dû. Et pourtant, ce débat a existé. Parce que Jalen Suggs a mis de l'énergie, a mis du physique, a mis beaucoup de choses que Garland n'a pas mises. Et là, faut surtout pas croire. Derrick White et Jrue Holiday, ils sont comme les autres. Hein. Ils ont un staff vidéo qui leur a dit, t'as vu Garland? Faut lui rentrer dedans. Ouais, et là, rentrer dedans. Et en plus, là, moi, je peux comprendre, notamment les fans des Cavs qui regardent Cleveland toute la saison. Darius Garland, saison compliquée à la fois physiquement et émotionnellement et tout ce qu'il traverse, ça se voit que psychologiquement, il est pas bien. Ça se voit que c'est dur. Mais ne donnez pas à une équipe expérimentée un joueur qui est un peu friable là psychologiquement. Attention, c'est du pain béni pour une franchise comme ça. Donc, Darius Garland, il a tout l'or du monde entre ses mains. On souhaite justement qu'il sorte de son slump là pour nous faire, pour étaler tout son talent. T'as raison. Et en fait, il va falloir, parce que sinon, très très vite, on va se dire attends, mais juste, c'était ric-rac contre Orlando. La dernière, il s'est fait bouffer par les Knicks. Là, contre Boston, il a été injouable, imblairable. Tous les runs des Cavs qui ont été intéressants, c'était quoi? C'était avec Donovan Mitchell et Evan Mobley. Quand ils ont commencé à jouer avec différents line-up, ça veut dire quoi pour Darius Garland? Compliqué. Non, mais c'est sûr, il faudrait pas que Bickerstaff soit obligé de plus faire jouer Levert que Garland. J'exagère un peu, mais je suis pas si loin que ça de la vérité. Bah, pour ça, tu vois, je parlais des lancers, là, je les avais, les stats, elles sont pas mises à jour parce qu'il a provoqué 6 lancers francs sur le Game 7, mais sinon, sur les 6 premiers matchs, il en provoque 8 au total. C'est un lancer franc par match. C'est pas possible. C'est un lancer par match, mon gars. C'est pas possible, ça. Pour ça, mais pour Boston, c'est de l'or absolu. T'as pas grand chose à faire. Oui, ok, vas-y, rentre quelques shoots, mais non, Darius Garland, là, faut... Série qui s'annonce compliquée pour lui, vrai gros défi, et il est obligé de lever la tête et de regarder au moins droit dans les yeux son adversité directe, sans parler d'après tous les switches, tous les machins, toutes les fois où il va devoir un peu se faire violence sur un Jaylen Brown ou quoi, parce qu'attention, Boston va exploiter tactiquement dès que Garland va être sur le parquet, moi je vais regarder un peu comment Boston attaque, parce que je suis prêt à parier qu'ils vont tout le temps le chercher en fait. J'ai sorti une punchline par inadvertance en plein Game 7 en disant que le backcourt Donovan Mitchell, D'Angelo Russell était hyper intéressant côté Cavs. Pour le moment, je vais pas mettre, parce que c'est pas une punchline de dire que t'es D'Angelo Russell, hein, et c'est quand même un sacré joueur offensif, etc. Mais Darius Garland nous a montré des perspectives de ouf. Il était All-Star il y a 2 ans. C'est quoi en fait Darius Garland?
C'est quoi? Parce que là, tu parlais de joueurs injouables. Qui es-tu? Tu parlais de joueurs quasiment injouables. On a vu des situations dans lesquelles les Lakers se sont dit putain, ok, il nous aide bien D'Lo, mais il y a aussi des situations où on se retrouve en galère totale. Est-ce que c'est un joueur beau à voir jouer, capable de sections techniques hyper folles, mais où l'impact sur la win elle est trop faible? Face à une équipe aussi complète, il pourra pas se cacher. Non, en fait. Tu vois, genre, il pourra pas se cacher. Il y a aucun joueur où ils vont pouvoir le cacher. C'est impossible. Il va falloir qu'il assume des deux côtés du terrain. Monsieur Darius Garland, évidemment, en joueur à surveiller côté Alex. Je vais partir sur Monsieur Jason Tatum. Salut Jason. Alors, petit texto juste pour Jason Tatum. Les playoffs ont commencé. Voilà, on est content, on est bien. Alors, un petit triple-double. Premier tour contre notamment nos amis du Miami Heat. Très bien d'avoir pu compter sur d'autres garçons. La série est pas Derrick White. Ah bah non, je te confirme. Derrick White, et puis l'impact aussi. Derrick White, très bien. On a eu des bonnes séquences défensives de Tatum, notamment pour aller chercher les post-ups de Bam Adebayo. C'est une partie qui est très sous-estimée côté Tatum de l'autre côté du terrain. C'est bon, on y est. On a fait un petit 4-1 là comme Bibi l'avait annoncé sur la série contre Miami. On n'arrête pas de se toucher là sur Anthony Edwards. On n'arrête pas de dire que c'est trop bien avec Jalen Brunson. On a parlé de Shai Gilgeous, on a dit Nikola Jokic, on a parlé de Joel Embiid, on a parlé de tout le monde. Les mecs, quand ils font péter des visuels, l'avenir de la ligue est entre de bonnes mains. Il y a tout le monde, il n'y a pas Tatum sur la photo. Personne ne parle de Jason Tatum. Là, je viens de voir des émissions de télévision américaines qui disent Anthony Edwards ou Jason Tatum. Moi, je sais très bien qui je prends. J'ai envie de dire allô. Enfin, je veux dire, et c'est pas contre Anthony Edwards, mais juste, il y a un moment où si t'es Jason Tatum, ça doit l'énerver. Tu es le meilleur joueur de la meilleure franchise de la NBA cette saison et de la conférence Est sans discussion. Tout le monde dit que pour Boston, c'est un cakewalk jusqu'en finale de conférence. Eh mon gars, vas-y. Je veux pas de... Là, franchement, on va parler après pronostic. Je veux pas de série là à quoi à 22... Tu vas dire quoi là? Bravo Isaac Okoro, t'étais à 22 points de moyenne, à 42% au tir? Non mon gars, Jason Tatum c'est le meilleur joueur de cette série. J'en ai rien à foutre etc. de ce que peut faire Donovan Mitchell avec Caris LeVert et Darius Garland. C'est le meilleur joueur, c'est le joueur qui peut être le plus consistant offensivement, c'est le joueur qui a le plus d'expérience, c'est le joueur qui a le plus à rappeler par rapport à cette nouvelle garde qui arrive et qui veut prendre la NBA d'assaut. Jason Tatum, c'est quoi là le délire? Il est sur le poste le moins bien équipé a priori. On va voir comment Cleveland va proposer. Est-ce que Jarrett Allen est là et du coup on lui envoie Evan Mobley direct, tu sais, en garde du corps là? Exactement. On va voir, ou ça sera Okoro, ça sera un de ceux-là. Il a les moyens de faire parler ce genre de joueur. Bien sûr. On avait parlé d'agressivité, premier tour, là j'en parlais par rapport au lancer, premier tour, 45 lancers francs tentés en 5 matchs, très bien, on est sur une belle moyenne, tu vois, agressif Tatum qui va aller chercher ses points, puisque c'était plus compliqué dans la réussite au tir, donc je veux que Jason Tatum, à la fin de la série, on est là et le chemin il est là. J'aimerais que Jason Tatum prenne sa franchise avec ses copains et dise vous arrêtez pas de parler de tu sais que s'il est le vainqueur de la série Wolves Nuggets sera champion NBA. Tu sais que Jalen Brunson on peut construire autour de lui et aller jusqu'au titre. J'entends tout ça. Jason Tatum, si tu entends tout ce qui se passe là, de quoi on parle? On a l'impression que le gars là, on a l'impression que c'est Aaron Gordon. Stop, et c'est no disrespect envers Aaron Gordon, mais Jason Tatum, il est l'heure de montrer que tu démarres tes playoffs 2024, que tu es le meilleur joueur de la meilleure franchise NBA cette saison et que tu vas donc dire à la fin de la série écoutez, 4-1 Miami, 4-0 ou 4-1 contre Cleveland, j'étais à 30 points de moyenne. Donovan Mitchell a été bon, mais bon, c'est quand même moi le meilleur joueur de la série par exemple. J'ai fait péter un gros match parce que tout le monde a fait péter un gros match. Jalen Brunson, Nikola Jokic, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, tout le monde s'y est mis. C'est à ton tour mon garçon. On a même eu du Derrick White game. Je veux que Tatum il arrive et il fasse. Tu sais quoi, quand il y a 2 ans on a affronté les Nets de KD etc. là, et tu sais que Tatum il se l'est mis dans le rétroviseur. Vas-y mon gars là. On y va. Moi je veux plus de disrespect envers Jason Tatum. Tu es ce gars là. Et donc j'ai envie que à la fin de cette série on se dise c'est vrai qu'on avait un peu trop oublié Boston. Est-ce que c'est pas eux les favoris en fait? Parce que là après ils vont jouer une série. Quand Tatum il joue comme ça. Bien sûr. Et j'ai envie de me permettre un petit spoiler. Mon gars. Vous avez joué Miami sans Jimmy Butler au premier tour. Vous jouez les Cavs où il y a des incertitudes à tout bout de champ, etc. La perspective là qui existe, c'est que tu joues les New York Knicks. Ou les Pacers, attends, on les enterre un peu vite. La perspective qui existe, c'est que tu puisses jouer les New York Knicks en finale de conférence. Ouais. Avec leur côté nasty, avec leurs défenseurs, avec leur intelligence collective, avec leur côté underdog, parce qu'ils vont être underdog contre le reste du monde, quoi qu'il arrive, même s'ils sont premiers pendant 10 ans de la conférence Est. Tatum, c'est maintenant que tu préchauffes, parce que mon gars, là, ce qui attend en finale de conf, c'est la cour des grands. Donc, gère les Cavs,
et il n'y aura aucun problème. Sinon, s'il fait pas le boulot et que ça devient une série un peu compliquée, bah ouais, peut-être que je prendrai Anthony Edwards devant Jason Tatum. Ouais. Voilà. Ok, bah on attend Jason. Monsieur Jason Tatum pour Billy, monsieur Darius Garland pour Alex. Bien évidemment, fan de Boston ou de Cleveland, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. On va passer à la partie pronostic. Pronostico, l'avenir, tout de suite, maintenant. Dans cette section, c'est très simple. Alex le sait, on raconte l'avenir et surtout on fait des rappels. Bandeau jaune en bas de votre écran, vous connaissez le discours. Les jeux d'argent, ne sont pas autorisés aux gens qui n'ont pas 18 ans. Et même si vous avez 18 ans, s'il vous plaît, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce conseil est simple, comme ça reste fun et puis tu as 100% de réussite. Exactement. Hashtag faites pas les bolos. Vivez cette belle confrontation en joie et en beauté. Alex, je vais montrer ton bandeau avec l'équipe qui ira en finale de conférence, avec ton pronostic et ton explication. C'est parti. J'ai mis le sweep. Bon, j'ai hésité entre 4-0 et 4-1. Je vois Boston passer, comme je pense beaucoup de gens. Je vois Boston passer relativement facilement. Les Cavs m'ont pas trop convaincu là sur ce premier tour. On va pas se raconter de salade. Alors que les Celtics, bon, il y a eu ces petites micro-frayeurs du Game 2 où ils se sont fait surprendre par un hit très malin, mais après ils ont bien maîtrisé quand même leur affaire, et notamment sans un grand Jason Tatum, ce qui me fait dire que les Celtics ont de la marge. Et je trouve que les Cavs n'en ont pas, ni défensivement ni offensivement. Pas mal d'incertitudes dans cette équipe des Cavs, des incertitudes mentales, des incertitudes offensives. Cette équipe des Cavs, on n'en a pas trop parlé, mais je voulais le prendre en point tactique, puis finalement j'ai pris le mouvement de balle des Celtics. Elle a des trous d'air. Elle rate des entames de match, elle rate des retours de vestiaire, elle rate des... Tu vois, alors ça, contre les Celtics, on sait très bien que les Celtics, ils peuvent avoir des trous d'air, mais beaucoup plus courts que ceux des Cavs. Et par contre, s'il y a bien un truc qu'ils ont réussi toute l'année, c'est t'as un trou d'air, oh pouf, t'es à moins 16. Allez, hein, t'es d'accord? Et pour revenir de 16, mon pote. C'est pas possible, c'est très compliqué, et c'est pas les Cavs à mon avis qui ont les armes. Les Cavs vont pas forcément se laisser faire. Je pense qu'il peut y avoir quelques matchs serrés dans cette série. Je vois bien les Celtics vraiment être sérieux et faire le taf même dans les fins de match serrés, où ils auront la capacité à très bien défendre Donovan Mitchell, même si Donovan Mitchell est capable d'exploits même quand il est très bien défendu. Bon bah là quand même Jrue Holiday, Derrick White, c'est quand même l'élite de l'élite au niveau de la défense extérieure, plus une défense globale qui est souvent bien organisée, c'est-à-dire que ils peuvent beaucoup switcher. Les Celtics, bon, les vieilles cannes d'Orford, on verra, mais Brown, Tatum, Hornets, ce sont quand même de vrais bons défenseurs. Tu as parlé de la défense de Tatum. On a à peine parlé de Jaylen Brown là, dans cette série. Il va faire mal aux Cavs. Mal, c'est sûr, et physiquement, et offensivement, et défensivement, et tout. Ils ont l'avantage du terrain. Les Cavs, pour moi, pour en gagner un, l'idéal, ça serait de gagner un des 2 premiers matchs à Boston pour essayer de faire trembler un peu Boston. S'il y a 2-0, je suis très confiant sur mon sweep. S'il y a 2-0, voilà. J'ai mis 4-0, c'est peut-être un peu dur. C'est pas la cote la plus favorable, mais enfin vous remarquez qu'elle est qu'à 3,15, hein, donc quand même les bookmakers, les gens qui font les cotes chez Paris Sport en ligne sont quand même assez confiants sur le vert. Je crois que Boston ira en finale de conf. Ouais, ils sont assez confiants. Alex, on a parlé en off, t'avais mis quoi dans la science-fiction? Science-fiction, je crois que j'avais mis le sweep aussi. J'avais un Celtics Cavs et j'avais mis le sweep. J'avoue qu'à l'époque en science-fiction, je re-regarde mon discours, mais je me posais certainement quelques questions sur les Cavs. Concrètement, ils n'ont pas vraiment répondu à mes incertitudes, à mes interrogations lors de la série face au Magic. Ils y ont répondu, mais de manière négative. Mais c'est pour ça que je maintiens mon sweep. Voilà, 4-0, le balai. Elle est là, la cote la plus probable. 4-1 pour Boston. 2,50. Alors évidemment, les Celtics vont en finale de conf, mais on va faire bis repetita, hein, les copains, avec une toute petite variante là, puisque j'avais dit 4-1 sur le premier tour contre Miami en perdant un des 2 premiers matchs à domicile. Je pense qu'il va y avoir un match des Cavs réussi chez eux, plutôt par exemple un Game 3 ou un Game 4 notamment, avec peut-être un Garland qui sort enfin son gros match, avec la triade Garland, Levert et Mitchell qui sortent leur gros coup de show collectif ensemble, pendant que Boston est dans une de ses off nights, parce que parfois on le sait à 3 points, ils ont envie de dégainer et ça c'est un petit peu flemmard, donc voilà. J'ai limite envie que ce soit le pronostic d'Alex vraiment qui passe, pour plusieurs raisons. 1, parce que comme on l'a dit là, et je me suis énervé, je pense que Boston doit rappeler à tout le monde qui doit être le favori et qui doit rouler sur l'Est pour ensuite aller en finale NBA et savoir qui va arriver avec les cannes un petit peu fatiguées. Ça va être un cakewalk pour Boston. Je veux rien savoir. Si vous êtes l'équipe sérieuse que vous êtes censé être, on a laissé un à Miami, mais il doit avoir 8-1 en l'espace de 9 matchs.
La deuxième, c'est que j'espère pour les fans des Cavs que ce sera 4-0 parce que, bon, au moins on saura un peu plus vite qui sera le nouveau coach des Cleveland Cavaliers. Puis peut-être une petite remise en question en termes de construction d'effectifs aussi. Tout. Parce qu'il n'y a pas que le coach. Coach, management, Kobe Altman, tout ce beau monde va devoir se remettre en arrêter de question. prendre des joueurs au profil similaire. Exactement, profil similaire, tout à fait. Peut-être essayer de voir aussi si le développement de certains garçons se passe un peu mieux que prévu, hein, parce qu'on a eu des garçons qui ont un petit peu progressé, mais c'est pas non plus la panachée en termes de développement en interne. Donc, qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite que Boston fasse le travail devant son public. Je souhaite que Jason Tatum démarre vraiment ses playoffs. Je souhaite que Boston aussi montre, comme on a vu sur la fin de série contre Miami, ce rempart défensif qui est digne des équipes qui peuvent être championnes NBA. Là, on s'est marré en disant t'as vu les Pels, ils n'ont même pas dépassé les 92 points contre OKC. Boston est capable de faire subir ça à Cleveland. Oui, tout à fait. On peut être dans une série où Cleveland ne met pas une seule fois 100 points. C'est possible. Boston est capable de tuer les matchs dans les troisièmes quarts en mettant des écarts incroyables. Exactement. Et pour peu que tu aies en effet ces histoires de faire prendre des fautes à du Evan Mobley et derrière avoir une série avec beaucoup de temps de jeu pour du Tristan Thompson par exemple, ça peut être un carnage absolu. J'en donne juste un parce que je pense qu'ils méritent ça devant leur public. Mais sinon c'est tout. On sait qu'il va en finale de conférence. Ce sont les Boston Celtics. Il n'y a pas de doute. Allez. 4-0 pour Alex, 4-1 pour Bibi. Dites-nous vous, évidemment, ce que vous avez comme pronostic sur cette grosse série. Le Game 1 a lieu dans la soirée de demain, de mardi. Je crois un Game 1. C'est mardi. Attends, bouge pas. Je l'ai pas en tête le schedule. Je peux regarder vite fait. Lundi soir, là, on a Indiana, New York et Minnesota, Denver. Je l'ai pas, évidemment. 2. Attends, bouge pas. Une seconde. Hop, on va faire comme ça. Et on a 1h30. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. C'est ça, dans la nuit de mardi à mercredi. 1h30. 1h du mat. 1h du mat. Formidable. On démarrera au TD Garden. Dites-nous vous ce que vous pensez de cette série. Évidemment, on fait des gros bisous. C'est la fin de ces previews de demi-finale. Évidemment, on sera sur du react beaucoup avec Alex. On vous attend, les fans de Boston et de Cleveland, dans les commentaires. Et on se retrouve évidemment en finale de conférence. Des bisous, à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.